Je suis Stacy, j'ai 35 ans, et je pensais avoir tout vu en matière de favoritisme familial jusqu'à cette nuit. Lors du dîner du 36e anniversaire de mariage de mes parents, dans un restaurant animé de Chicago, le cliquetis des verres et les rires se sont estompés lorsque mon père s'est levé, la voix tranchante. Nous aimerions que ta sœur soit notre enfant unique, a-t-il dit, les yeux fixés sur moi. La salle est devenue silencieuse. Ma sœur a souri d'un air suffisant, son rictus au teint me blessant plus profondément que les mots. Tout le monde cousin, tante, oncle me fixait. J'ai senti la chaleur monter dans ma poitrine, mais je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. J'ai juste brûlé intérieurement, sachant que c'était la goutte d'eau. Pendant des années, j'avais mis tout mon cœur et mon argent dans leur entreprise en difficulté, pour finir par être leur punching ball. Cette nuit-là, quelque chose s'est brisé. Je n'allais plus l'accepter. Je suis sorti, mes talons claquant sur le parquet, déjà en train de planifier ma prochaine action. Une semaine plus tard, leur souhait s'est réalisé d'une manière à laquelle ils ne s'attendaient pas, et leur petit monde parfait a commencé à s'effondrer. Imaginez que c'était vous. Comment réagiriez-vous? Dites-moi votre pays pour que je puisse voir jusqu'où cette histoire a voyagé. En grandissant, j'ai toujours été la personne à laquelle on pensait après coup. Mes parents, Philippe et Carole, ne me l'ont jamais laissé oublier. Quand j'étais enfant, ils rayonnaient devant ma sœur, Norine, louant ses excellentes notes, ses trophées de l'équipe de débat, son sourire parfait. Moi, j'avais de la chance s'ils remarquaient que j'étais dans la pièce. Je ressens encore la piqûre de ces années, comme la fois où j'ai gagné un concours de mathématiques, et ils ont oublié de venir, trop occupés à acclamer Norine à son récital. Norine absorbait tout cela, toujours prête avec un signe de tête suffisant, comme si elle méritait chaque once de leur amour. Ce n'était pas que des mots. Leur favoritisme a tout façonné. Les dîners de famille tournaient autour des histoires de Norine, de sa dernière promotion, de ses grands projets. Si je parlais, maman me coupait la parole en disant « Écoutons ce que ta sœur a à dire ». Papa hochait la tête, les yeux fixés sur elle. J'ai appris à rester silencieuse, à ravaler la douleur. Mais ce n'était pas qu'à la maison. Ils paradaient Norine lors des réunions de famille, tandis que je traînais derrière, invisible. Une fois, au mariage d'un cousin, ils ont passé toute la soirée à se vanter du nouveau travail de Norine dans une chaîne de magasins de détail, sans jamais mentionner que je venais de décrocher un poste de gestionnaire financier. Le summum? Leur entreprise. Mes parents possédaient un petit magasin de détail à Chicago, vendant des vêtements et des accessoires. C'était leur fierté et leur joie, mais c'était toujours au bord du gouffre, mauvaise décision, facture en retard, tout ce que vous pouvez imaginer. Je les ai renfloués, pas seulement une fois, mais tous les mois, $500 prélevés sur mes économies, virés sans faute, plus des heures de conseils financiers gratuits pour maintenir l'endroit à flot. Je faisais des calculs, je négociais avec les fournisseurs, j'ai même rationalisé leur système d'inventaire. M'ont-ils remercié? Non. Ils appelaient Norine pour s'extasier sur la façon dont ses idées marketing avaient sauvé la situation, même si ses suggestions étaient vagues, au mieux un nouveau panneau ici, une réduction là. Mon travail? À peine un signe de tête. Je n'étais pas naïve. Je savais qu'ils comptaient sur moi parce que j'étais doué avec les chiffres, pas parce qu'ils se souciaient de moi. Chaque fois que j'envoyais ces $500, je grinçais des dents, en pensant aux vacances que je ne pouvais pas prendre, à l'appartement que je ne pouvais pas améliorer. Mais je l'ai fait. Pourquoi? Devoir. Famille. Cet espoir obstiné qu'un jour ils me verraient. Je restais assise tard le soir dans mon bureau à examiner leurs livres, à repérer des erreurs qui leur auraient coûté des milliers de dollars. Pendant ce temps, ils étaient chez Norine, à se pâmer devant sa dernière proposition de refonte du magasin qui ne s'est jamais concrétisée. Ce n'était pas seulement l'argent, c'était le rejet. Une fois, j'ai passé des semaines à régler un problème fiscal pour leur magasin. Le jour où je leur ai dit que c'était réglé, maman a dit « Oh, bien. Au fait, Norine prévoit une grande vente le mois prochain. » Pas de merci, pas de reconnaissance. Papa a juste grogné, déjà en train de composer le numéro de Norine pour discuter de sa vision. Je suis resté là, des papiers à la main, me sentant comme un fantôme. Une autre fois, j'ai suggéré un nouveau logiciel de comptabilité pour leur faire gagner des heures. Ils l'ont ignoré jusqu'à ce que Norine mentionne la même idée des mois plus tard. Soudain, c'était génial. Norine n'était pas innocente dans cette histoire. Elle se laissait porter par leurs éloges, me lançant un regard apitoyant,
comme si j'étais une sorte de cas de charité. Une fois, quand j'avais 20 ans, elle a plaisanté lors d'un barbecue familial en disant que j'avais de la chance d'être l'enfant de secours. Maman a ri. Papa ne l'a pas corrigé. Ce souvenir est resté gravé, un couteau se tordant chaque fois qu'il la mettait sur un piédestal. Pourtant, j'ai continué à les aider, mois après mois, en virant de l'argent, en ajustant les budgets, parce que je pensais que c'était ce que faisait la famille. Avec le recul, je le vois clairement. Ils m'ont utilisé pas seulement mon argent, mais mes compétences, mon temps. J'étais leur filet de sécurité, celle sur laquelle ils comptaient mais qu'ils ne respectaient jamais. Chaque chèque que j'envoyais, chaque appel tardif concernant leurs finances était une façon pour moi de rechercher leur approbation. Mais l'approbation n'est jamais venue. Ils acceptaient mon aide, puis se retournaient pour chanter les louanges de Norine comme si c'était elle qui maintenait leur magasin en vie. Je restais éveillé, fixant le plafond, me demandant pourquoi je continuais d'essayer. Devoir? Culpabilité? Peut-être une lueur d'espoir qu'ils changeraient. Cet espoir est mort le soir de leur anniversaire. J'avais passé des années à être celle à laquelle on pensait après coup, mais je n'allais pas rester comme ça. Le restaurant bruissait de rire jusqu'à ce que ce ne soit plus le cas. J'étais assise à la longue table, entourée de cousins, de tantes et d'oncles, tous vêtus de leurs plus beaux habits pour le 36e anniversaire de mes parents. Le cliquetis des verres à vin et les bavardages remplissaient l'air, mais les projecteurs étaient braqués sur Norine. Une cousine s'est penchée en avant, souriant. « Norine, j'ai entendu dire que tu cartonnais dans le commerce de détail. Déjà directrice régionale. » Elle a hoché la tête, son sourire parfait, se prélassant dans les éloges. Un autre parent a renchéri. « Les présentoirs de ton magasin sont incroyables. Tu as un vrai don. » Je me suis agité sur ma chaise, picorant mes pattes, habitué à cette routine. Maman rayonnait, sa voix forte. Elle a toujours eu un don pour les affaires. Papa a hoché la tête, la poitrine gonflée comme si Norine était leur plus grande réussite. J'ai écouté, silencieuse, pendant que la table la couvrait de compliments sa dernière promotion, ses campagnes de marketing innovantes, son charme auprès des clients. Cela n'en finissait pas. Personne n'a mentionné mon travail, pas une seule fois. Je gérais les finances depuis des années, sauvant des entreprises de la faillite, mais j'étais là, invisible à nouveau. Pourtant, je pensais que peut-être, juste peut-être, je pourrais apporter quelque chose ce soir. Je me suis raclé la gorge, attendant une pause. J'ai examiné les chiffres du magasin familial, ai-je dit, en gardant un ton ferme. Vous perdez de l'argent à cause des stocks excédentaires. Si vous ajustez le système d'inventaire et réduisez le nombre de fournisseurs, vous pourriez économiser des milliers de dollars par an. Je me suis penché en avant, prête à expliquer le plan que j'avais passé des semaines à esquisser, une approche rationalisée pour augmenter leurs profits. La table s'est tue, mais pas le bon genre de silence. Norine a haussé un sourcil, ses lèvres se retroussant en un sourire narquois. L'inventaire? C'est mignon, a-t-elle dit, sa voix dégoulinant de condescendance. Tiens-toi à tes feuilles de calcul. J'ai de vraies idées. Quelques cousins ont gloussé, et mon estomac s'est tordu. Maman est intervenue, son ton tranchant. Chérie, ne lassons pas tout le monde avec des chiffres. Norine prévoit déjà une grande vente d'été. Papa ne m'a même pas regardé, il a juste siroté son vin et marmonné, oui, Norine sait ce qu'elle fait. J'ai senti la chaleur monter à mon visage, mes mains serrant la serviette sous la table. Mon idée, des semaines de travail, rejetée en quelques secondes, comme si j'étais une stagiaire présentant un projet au PDG. J'ai essayé à nouveau, forçant un sourire. Ce ne sont pas que des chiffres. Je pourrais renégocier avec les fournisseurs, obtenir de meilleures conditions. Cela ferait une réelle différence. Norine a éclaté de rire cette fois, un son court et perçant. Les fournisseurs, s'il vous plaît. Je m'en occupe. Peut-être que tu devrais te concentrer sur ton propre travail. Ces mots sont tombés comme une gifle, et la table a éclaté en murmures, certains amusés, d'autres mal à l'aise. Maman a agité la main, me renvoyant. Parlons de quelque chose d'amusant. Norine, parle-leur de ta nouvelle campagne publicitaire. Papa a hoché la tête, se tournant déjà vers elle comme si je n'avais pas parlé. Je me suis rassise, la gorge serrée, la sensation familière d'être oublié s'installant. Puis c'est arrivé. Papa s'est levé, levant son verre pour un toast. Son regard a balayé la pièce, s'attardant sur Norine,
puis se posant sur moi. Sa voix était claire, délibérée, à 30 ans d'amour, de famille et de notre fierté et joie. Honnêtement, nous aimerions que Norine soit notre enfant unique. Les mots ont frappé comme un coup de poing, aspirant l'air de la pièce. Les fourchettes ont cessé de cliqueter. Un cousin a halté. Norine n'a pas bronché. Elle a souri d'un air suffisant, ses yeux fixés sur les miens, me défiant de réagir. Maman ne l'a pas corrigée. Elle a juste siroté son vin, son visage calme, comme si ce n'était rien. Le silence s'est étiré, chaque paire d'yeux sur moi, attendant des larmes ou un éclat de voix. Je ne leur ai pas donné ça. Mon cœur battait la chamade, mais j'ai gardé mon visage impassible, ma mâchoire serrée. À l'intérieur, les années passées à être mises de côté se sont effondrées. J'avais passé ma vie à essayer de gagner leur respect, à investir mes compétences dans leur magasin en difficulté, pour finir par être effacé devant tout le monde. Le sourire narquois de Norine était la goutte d'eau, une raillerie silencieuse que je ne saurais jamais assez bien. J'ai repoussé ma chaise, le grincement sonore dans la pièce silencieuse. Passez une bonne soirée, ai-je dit, ma voix basse mais ferme. J'ai attrapé mon sac à main et je suis sorti, mes talons claquant contre le parquet, chaque pas alimentant un feu dans ma poitrine. Dehors, l'air frais de Chicago a frappé mon visage, mais il n'a pas calmé la rage qui montait en moi. J'avais passé des années à avaler leur rejet, leur favoritisme, leur mépris total. Plus jamais. Alors que je me tenais sur le trottoir, les lumières de la ville se brouillant à cause de ma colère, j'ai pris une décision. Je n'allais pas simplement m'en aller. J'allais mettre fin à ce cycle où j'étais celle à laquelle on pensait après coup une fois pour toutes. Cette nuit-là, j'étais assise seule dans mon appartement. La piqûre des mots de papa, nous aimerions que Norine soit notre enfant unique, brûlait dans ma poitrine, plus vive que jamais. Le sourire narquois de Norine, l'accord silencieux de maman, les visages stupéfaits à la table, ils repassaient dans mon esprit, chaque souvenir alimentant une décision que j'évitais depuis des années. J'en avais assez. Assez d'être celle à laquelle on pensait après coup, leur compte bancaire, leur personne invisible qui résout les problèmes. J'avais versé $500 par mois dans leur magasin en difficulté, passé d'innombrables heures à équilibrer leurs livres, à négocier avec les fournisseurs, à maintenir leur entreprise en vie. Pourquoi faire? Pour être ridiculisé, rejeté, effacé devant tout le monde? Plus jamais. J'ai attrapé mon téléphone, mes mains fermes malgré la colère qui me traversait. J'ai ouvert notre conversation de groupe familial moi, papa, maman et Norine et j'ai tapé un message, j'arrête d'aider avec le magasin. Plus d'argent. Plus de conseils. Bonne chance. J'ai appuyé sur envoyer, mon cœur battant la chamade, sachant le chaos que cela allait déclencher. En quelques minutes, mon téléphone s'est allumé. Papa a appelé en premier, laissant un message vocal que je n'ai pas pris la peine de vérifier. Maman a suivi avec un SMS, de quoi s'agit-il? Appelle-moi tout de suite. Norine a envoyé un seul mot, sérieusement? J'ai regardé l'écran, leurs mots se brouillant, et j'ai ressenti un étrange calme. Je n'allais pas répondre, pas ce soir, jamais. Au matin, les appels se sont multipliés. Papa a laissé 3 autres messages vocaux, sont-on passant de la confusion à l'irritation? Nous devons parler de ça, a-t-il dit dans l'un d'eux, comme si je lui devais une explication. Les emails de maman ont inondé ma boîte de réception de longs messages décousus sur la façon dont le magasin était notre héritage familial et sur la façon dont je ne pouvais pas simplement les abandonner. Norine a appelé 2 fois, sa voix tranchante, exigeant que j'arrête de réagir de manière excessive. J'ai laissé chaque appel aller à la messagerie vocale, chaque email restait non lu. Leur panique était palpable, même à travers l'écran, mais je ne ressentais aucune culpabilité. Ils avaient compté sur mon argent et mon expertise pendant des années, sans jamais me remercier, louant toujours Norine à la place. Maintenant, ils allaient en subir les conséquences. Le magasin était un désastre sans moi. Je savais que ce serait le cas. Mes $500 par mois couvraient leurs factures en retard, empêchant les fournisseurs de les couper. Mes conseils des heures passées à analyser leurs finances, à rationaliser leurs opérations avaient été la seule chose qui les maintenait à flot. Sans cela, ils couleraient, et vite. Je n'avais pas de pitié pour eux. Je me sentais libre. Pour la première fois, je ne recherchais pas leur approbation, je ne mendiais pas un morceau de respect. Je reprenais mon pouvoir, et ça faisait du bien. Mais Norine n'en avait pas fini. 2 jours plus tard,
j'ai reçu une notification, une nouvelle publication sur sa page Facebook, publique pour toute notre famille et nos amis. Certaines personnes pensent qu'elles sont indispensables, a-t-elle écrit, mais elles ne sont que jalouses et mesquines, semant la zizanie pour se sentir importante. Elle ne m'a pas nommé, mais le message était clair. Des commentaires ont afflué, des cousins et des amis comme un spéculant, certains me taguant même. Puis sont venus les messages privés des connaissances me demandant si j'allais bien, d'autres laissant entendre que j'avais été difficile au travail. Norine ne s'est pas arrêtée là. Elle a publié à nouveau, cette fois sur mes relations ratées, affirmant que j'étais trop concentré sur ma carrière pour garder un petit ami. Des mensonges, tout cela. Mais le mal était fait. Mon téléphone vibrait avec des notifications, chacune étant une attaque contre ma réputation, mon travail, ma vie. J'ai fait défiler ces publications, la mâchoire serrée. Norine avait toujours été suffisante, mais c'était un nouveau point bas. Elle essayait de me dépeindre comme la méchante, l'instable, pour détourner l'attention de leur magasin en ruine. J'aurais pu répliquer, j'aurais pu étaler leur linge sale comment ils avaient supplié mon aide, comment les idées brillantes de Norine n'avaient jamais fonctionné. Mais je ne l'ai pas fait. Répondre signifierait jouer à son jeu, et j'en avais fini avec ça. Je l'ai bloqué sur Facebook, mis son numéro en sourdine et ignoré la pile croissante de mails de maman et papa. Leur désespoir était leur problème maintenant, pas le mien. La pression n'a pas diminué. Papa a appelé d'un numéro différent, laissant un message qui a commencé doucement mais est devenu tranchant. « Tu fais du mal à la famille », a-t-il dit, comme si c'était moi qui les avais humiliés. L'email suivant de maman était un voyage de culpabilisation, affirmant que je nous déchirais à cause d'un malentendu. Norine a envoyé un SMS, tout en majuscule, « Tu ne peux pas simplement partir comme ça ». Je l'ai supprimé sans répondre. Leurs mots ne m'ont pas influencé. Ils n'ont fait que confirmer ce que je savais déjà, ils ne se souciaient pas de moi. Ils se souciaient de ce que je pouvais faire pour eux, le magasin, leur image, leur confort. C'est ce qui comptait. Je n'étais qu'un moyen d'arriver à une fin. Chaque appel ignoré, chaque message non lu ressemblait à une petite victoire. Je n'allais pas les laisser me ramener dans leur cycle de rejet et de dépendance. Les publications de Norine continuaient d'arriver, des attaques vagues contre des personnes ingrates ou des trahisons familiales. Elles piquaient, mais pas assez pour me briser. Mes collègues ont commencé à poser des questions, poussés par ces mensonges, mais je les ai repoussés, me concentrant sur mon travail. J'étais doué dans mon travail, meilleur que Norine ne l'a jamais été dans le sien, et je n'allais pas laisser ces calomnies me faire tomber. Assis à mon bureau, je pensais au magasin, à la façon dont il s'écroulerait sans mon aide, à la façon dont il se démènerait pour réparer ce que j'avais maintenu pendant des années. Je ne ressentais pas de pitié, mais une détermination. Ils m'avaient poussé trop loin, et maintenant ils avaient appris ce que cela signifiait de me perdre. Je ne me contentais pas de m'en aller. Je préparais leur chute, et je n'en avais pas fini. Une semaine plus tard, j'ai embarqué sur un vol pour la Floride. La décision de rendre visite à mon grand-père, Henri, n'était pas impulsive, elle était calculée. J'avais passé des jours à ignorer les messages vocaux de papa, les emails culpabilisateurs de maman et les publications Facebook vicieuses de Norine, chacun essayant de me ramener dans leur filet. Mais je ne revenais pas en arrière, pas dans leur magasin, leur drame ou leurs mensonges. J'avais besoin de quelqu'un qui écouterait, de quelqu'un qui ait le pouvoir de changer les choses. Grand-père était cette personne. Il avait toujours été juste, un homme discret qui voyait à travers les façades, et je savais qu'il m'écouterait. Le vol de Chicago à Tampa a duré un peu plus de 2 heures, assez de temps pour répéter ce que j'allais dire. J'ai atterri dans l'air humide de la Floride, j'ai loué une voiture et j'ai conduit jusqu'à la petite maison de plage de grand-père. Il attendait sur le porche, son visage buriné s'illuminant d'un sourire lorsque je me suis garé. « On dirait que tu as quelque chose de lourd à partager », a-t-il dit, sa voix rauque mais chaleureuse. Je l'ai serré dans mes bras, le poids de la semaine passée se faisant sentir dans ma poitrine. Nous nous sommes assis dans son salon, le ronronnement d'un vieux ventilateur en arrière-plan, et j'ai tout déballé. J'ai commencé par le dîner d'anniversaire. Je lui ai raconté comment papa s'était levé, un verre à la main, et avait déclaré qu'il souhaitait que Norine soit leur seul enfant, comment son sourire suffisant avait blessé plus que ses mots. J'ai expliqué les années passées à être mise à l'écart, mes idées ignorées, mes contributions rejetées, tout en louant les plans à moitié cuits de Norine. J'ai exposé l'argent, $500 par mois que j'avais dépensé pendant des années, directement tiré de mes économies, pour maintenir leur magasin à flot.
J'ai décrit les nuits blanches passées à régler leurs problèmes fiscaux, à négocier avec les fournisseurs, à rationaliser leurs opérations, pour n'être accueilli que par le silence ou le mépris. Puis je suis arrivé aux publications de Norine, aux mensonges sur mon travail, mes relations se propageant comme une traînée de poudre parmi la famille et les amis. Grand-père a écouté, son visage se durcissant à chaque mot. Ses mains, rugueuses à force d'années de travail dans le bâtiment, se sont serrées en poing quand j'ai mentionné le toast de papa. Ils ont dit ça devant tout le monde, a-t-il demandé, sa voix basse, presque un grognement. J'ai acquiescé, sortant mon téléphone pour lui montrer les publications de Norine, des captures d'écran que j'avais enregistrées avant de la bloquer. Certaines personnes se croient indispensables, disait l'une, suivie de commentaires de cousins qui avaient cru son récit. Une autre publication laissait entendre que j'étais instable, traînant ma carrière dans la boue. Les yeux de grand-père se sont plissés, sa mâchoire serrée. Ce n'est pas de la famille, a-t-il dit. C'est de la trahison. Il s'est levé, arpentant la pièce, sa colère palpable. Grand-père avait bâti une petite fortune dans l'immobilier et les terrains en Floride, quelques maisons de location, et sa richesse n'était un secret pour personne dans la famille. Il avait toujours prévu de la partager entre ses enfants, y compris papa, avec une partie pour moi et Norine. Mais maintenant, il secouait la tête. J'ai vu comment il te traite, a-t-il dit. Je pensais que ça s'améliorerait, mais ça. C'est impardonnable. Il s'est assis, sa voix ferme mais intense. Je change le testament. Il ne mérite pas un centime. Je ne l'ai pas poussé, je n'en avais pas besoin. Grand-père a appelé son avocat cet après-midi-là, un homme vif en costume qui est arrivé en quelques heures. Je suis resté assise tranquillement pendant qu'il discutait des changements. Grand-père était clair, papa, maman et Norine étaient exclus. La terre, les propriétés, tout m'irait, avec une partie donnée à une association caritative locale qu'il soutenait depuis des années. Tu l'as mérité, m'a-t-il dit, ses yeux doux mais fermes, non seulement pour ce que tu as fait, mais pour qui tu es. J'ai dégluti avec difficulté, le poids de ces mots s'installant. Pour la première fois depuis des années, je me sentais vu. Grand-père ne s'est pas arrêté là. Il a demandé des détails sur les finances du magasin, combien j'avais donné, à quel point il comptait sur moi. Quand j'ai expliqué les $500 par mois et mes honoraires de consultant non payés, il a secoué la tête à nouveau. Ils vont s'effondrer sans toi, a-t-il dit, non pas avec pitié, mais avec certitude. Laisse-les faire. J'ai acquiescé, sachant qu'il avait raison. Le magasin était déjà sur un terrain instable, et sans mon aide, il serait confronté aux pénalités fiscales et aux dettes envers les fournisseurs que j'avais réussi à contenir. Je suis retourné à Chicago le lendemain, ma détermination plus forte que jamais. Je n'ai pas appelé papa, maman ou Norine. Je n'ai pas vérifié leurs emails ou leurs SMS. Le magasin n'était plus mon problème. Qu'ils s'occupent des audits, des factures impayées, du bazar qu'ils avaient ignoré pendant des années. Je me sentais plus légère, comme si je m'étais débarrassé d'un poids que j'avais porté trop longtemps. De retour dans mon appartement, j'ai retrouvé mon amie Kathleen, la seule personne qui m'avait toujours soutenu. Nous avons pris un café dans un petit café près de chez moi, et je lui ai tout raconté, le dîner, les publications de Norine, mon voyage en Floride. Kathleen a écouté, les yeux grands ouverts mais doux. Tu as fait ce qu'il fallait, a-t-elle dit, en remuant son latte. Ils t'ont utilisé depuis toujours. Il est temps de te faire passer en premier. Ces mots ont fait mouche, simples mais vrais. Elle ne m'a pas poussé à pardonner ou à arranger les choses, elle a juste compris. Concentre-toi sur toi, a-t-elle ajouté, sa voix ferme. Ta carrière, ta vie. Tu vaux plus que leur drame. J'ai acquiescé, reconnaissante pour sa clarté, son soutien. Kathleen avait sa propre vie, un travail prenant dans le marketing, ses propres batailles, mais elle avait toujours pris le temps pour moi, sans poser de questions. En sortant du café, j'ai senti un changement. La décision de grand-père ne concernait pas seulement l'argent ou la terre. C'était la justice, une ligne tracée dans le sable. Je ne me battais plus pour leur approbation. Je construisais mon propre avenir, et ils devraient affronter le leur sans moi. En quelques mois, leur monde s'est effondré. Le magasin familial, autrefois soutenu par mon argent et mes conseils, s'est effondré sous le poids de sa propre mauvaise gestion. Sans mes $500 par mois, les factures se sont accumulées et les fournisseurs les ont coupées. Un audit fiscal a frappé fort, des pénalités pour des années de comptabilité bâclée dont je les avais avertis.
Les amendes étaient paralysantes, des dizaines de milliers qu'ils ne pouvaient pas payer. Papa a essayé de négocier, mais son charme n'a pas fonctionné sur les agents du fisc. Maman s'est empressée de vendre les stocks, mais il était trop tard. La banque a saisi l'hypothèque, et le magasin a fermé ses portes pour de bon. J'en ai entendu parler par un cousin, pas par eux. Je n'ai pas appelé pour prendre des nouvelles. Ils avaient fait leur choix. Les grands projets de Norine ont coulé avec le navire. Elle avait démarché des investisseurs, se vantant de transformer le magasin en chaîne, utilisant sa soi-disant expertise en vente au détail pour vendre l'idée. Mais le magasin ayant disparu, son argumentaire est tombé à plat. Les investisseurs se sont retirés, ne voulant pas toucher à une entreprise en perdition. Sa réputation a pris un coup plus dur lorsque ses publications Facebook se sont retournées contre elle. Quelques parents, fatigués de ces attaques suffisantes, ont commencé à creuser. Ils ont découvert que c'était moi qui avais maintenu le magasin en vie, mon argent, mon travail, pas ses idées brillantes. Un cousin a posté une capture d'écran de mes virements bancaires, la preuve des $500 que j'envoyais chaque mois. Les commentaires ont changé rapidement. Tu as menti à son sujet, a écrit une tante. Elle vous a tous porté. Norine a essayé de supprimer ses publications, mais le mal était fait. Les amis de la famille se sont désabonnés, et ses collègues ont chuchoté à propos de ses exagérations. Elle a été laissée à se démener pour sauver la face, mais personne n'a cru ses excuses. Papa et maman ont fait face à leur propre règlement de compte. Sans les revenus du magasin, leurs dettes, accumulées pendant des années de mauvaises décisions, les ont engloutis. Ils avaient contracté une deuxième hypothèque pour maintenir les apparences, comptant sur mon aide pour combler les lacunes. Maintenant, sans argent entrant, ils ont manqué des paiements. La banque a saisi leur maison, un modeste 3 pièces dans lequel ils vivaient depuis des décennies. Ils ont déménagé dans un appartement exigu, leurs affaires entassées dans un entrepôt. Les parents qui avaient autrefois applaudi chacun de leurs mots se sont refroidis lorsque la vérité s'est répandue. Un oncle a interpellé papa lors d'un barbecue familial, en disant « Tu l'as repoussé ». Et pourquoi faire? Maman a essayé de jouer la victime, affirmant que je les avais abandonnés, mais les preuves étaient claires, mes relevés bancaires, mes emails offrant des conseils qu'ils avaient ignorés, tout est sorti. Les cousins ont cessé de les inviter au rassemblement, et leurs appels sont restés sans réponse. Grand-père est resté ferme. Il avait entendu parler de l'effondrement du magasin par un ami à Chicago, mais il n'a pas contacté papa, maman ou Norine. J'ai reçu une lettre de lui, manuscrite, confirmant le Nouveau Testament. C'est fait, a-t-il écrit. La terre et les propriétés sont à toi, avec une partie pour la charité. Ils n'en auront pas l'odeur. Il les avait coupés complètement, sa signature sur le document étant définitive. Je n'ai pas ressenti de triomphe, juste un soulagement tranquille. Sa décision ne visait pas à les punir, mais à faire preuve d'équité, ce qu'il ne m'avait jamais accordé. Quand maman l'a appelé, le suppliant pour une rencontre, il a refusé. « Vous avez fait votre lit », lui a-t-il dit au téléphone, puis a raccroché. Norine a essayé de lui envoyer des SMS, mais il a bloqué son numéro. Papa n'a même pas pris la peine de le contacter, trop fier ou trop honteux. Je suis resté en dehors de tout ça, me concentrant sur ma propre vie. Mon travail de gestionnaire financier prospérait. J'avais décroché un gros client, une start-up technologique qui faisait confiance à mon instinct. Je n'ai pas vérifié le magasin ou répondu aux rares SMS de maman, toujours empreint de culpabilisation. Leur chute n'était pas de ma faute. Ils avaient bâti leur vie sur des mensonges, s'appuyant sur moi tout en faisant l'éloge de Norine. Maintenant, ils en récoltaient les conséquences. Les murmures de la famille m'ont atteint, comment papa faisait des petits boulots, comment maman vendait des bijoux pour payer le loyer, comment le dernier entretien d'embauche de Norine avait échoué. Je ne me suis pas réjoui. J'ai juste continué d'avancer, sachant que j'avais fait ce que je devais faire. Leur effondrement n'était pas seulement financier, il était personnel. Les parents qui avaient ri des publications de Norine la voyaient maintenant pour ce qu'elle était, une brute qui m'avait diffamé pour sauver sa propre image. Ceux qui avaient loué maman et papa lors du dîner d'anniversaire les évitaient maintenant, embarrassés par la vérité. Le magasin familial, autrefois un sujet de fierté, était un rappel barricadé de leur échec. Et le testament de grand-père, verrouillé avec son avocat, était une ligne finale qu'ils ne pouvaient pas franchir. Je n'avais pas besoin de dire un mot. Leurs actions avaient parlé assez fort. Alors que leur vie se désagrégeait, la mienne prenait forme.
Je me suis jeté à corps perdu dans mon travail, consacrant toute mon énergie à ma carrière de gestionnaire financière. La start-up technologique que j'avais signée à Chicago s'est transformée en ma plus grande réussite jusqu'à présent. Après des mois de nuits blanches et de négociations pointues, j'ai conclu un contrat de plusieurs millions de dollars pour gérer leurs finances, rationaliser leur budget et les sauver d'une expansion risquée. Mon patron m'a convoqué dans son bureau, un sourire rare sur son visage. « Tu vas aller loin », a-t-elle dit, laissant entendre une promotion au poste de chef de service. L'augmentation de salaire qui l'accompagnait n'était pas seulement de l'argent, c'était la preuve que je n'avais pas besoin de l'approbation de ma famille pour réussir. Je construisais quelque chose de réel, quelque chose qui m'appartenait. En dehors du travail, je me suis forgé une nouvelle vie, une vie qui ne tournait pas autour de leur drame. Kathleen est devenue mon rock, toujours là avec un SMS rapide ou un rendez-vous café pour me garder les pieds sur terre. Nous nous retrouvions dans notre restaurant préféré, partageant des crêpes et riant de sa dernière campagne de marketing ou de mes réunions maladroites avec des clients. Son soutien n'était ni bruyant ni tape à accent grave-l'œil, il était constant, du genre qui me faisait sentir que je n'étais pas seul. Et puis il y avait mon petit ami, Brian, un ingénieur en structure que j'avais rencontré lors d'un événement de réseautage. Il était différent de tous ceux avec qui j'étais sorti, discrètement confiant, avec un sens de l'humour sec qui me prenait au dépourvu. Notre premier rendez-vous a eu lieu dans un petit club de jazz, où il a admis qu'il n'était venu à l'événement que pour éviter une autre nuit à corriger des plans. Dès notre troisième rendez-vous, nous planifions des randonnées le week-end, parlant de tout, de la conception des ponts à mes rêves de créer ma propre société de conseil. Brian ne connaissait pas toute l'histoire de ma famille au début, mais je me suis ouverte avec le temps. Je lui ai parlé du dîner d'anniversaire, des années passées à être mises de côté, de la façon dont les mensonges de Noreen s'étaient répandus en ligne. Il a écouté, sa main stable sur la mienne, et n'a pas essayé de réparer ça avec des conseils vides. « Tu es plus forte qu'ils ne le sauront jamais », a-t-il dit une fois, sa voix basse mais certaine. Ce n'était pas que des mots, c'était le genre de croyance que je n'avais jamais eu de papa, maman ou Noreen. Avec Kathleen et Brian, j'ai construit un cercle qui ressemblait à un foyer, pas à un champ de bataille. Je n'ai pas contacté mes parents ou Noreen, et ils n'ont pas essayé de me contacter non plus. Un cousin a mentionné qu'ils avaient des difficultés, papa faisant des quarts de travail dans un entrepôt, maman vendant de l'artisanat en ligne, Noreen jonglant entre des emplois de vente au détail. Je n'ai pas eu pitié d'eux. Ils avaient eu des années pour me traiter comme un membre de la famille, pour valoriser ce que j'apportais, mais ils ont choisi d'élever Noreen et de me rabaisser. Leur silence maintenant n'était qu'un autre choix, un choix que j'en avais fini de laisser me blesser. Grand-père m'a envoyé une carte postale de Floride, une courte note disant qu'il était fier de moi. C'était suffisant. Je n'avais pas besoin de leurs excuses ou de leurs justifications. J'avais besoin de gens qui me voyaient pour ce que j'étais. La leçon m'a frappé fort, mais c'était clair, chéris les gens qui t'aiment vraiment, pas ceux qui t'utilisent. Pendant des années, j'avais recherché le respect de ma famille, pensant que si je donnais assez d'argent, de temps, d'efforts, ils verraient ma valeur. Mais ils ne l'ont pas fait. Ils ont pris, et ils n'ont rien rendu. Kathleen, Brian, grand-père, c'était eux qui comptaient, ceux qui se présentaient sans condition. Cette vérité a changé ma façon de me déplacer dans le monde. J'ai cessé de chercher la validation auprès de personnes qui ne me la donneraient jamais et j'ai commencé à investir dans celles qui le faisaient. Ma vie n'était pas parfaite. Le travail était exigeant, et certains jours je doutais de moi, me demandant si j'avais repoussé ma famille trop durement. Mais alors je me souvenais du toast de papa, du sourire suffisant de Noreen, du silence de maman. Je me souvenais des années passées à être invisible, des mensonges qu'ils répandaient pour protéger leur propre image. Je n'étais pas le méchant de leur histoire, j'étais celle qui s'était enfuie pour se sauver, et j'étais meilleur pour ça. Mon appartement, autrefois un lieu de stress nocturne, est devenu un havre rempli des rires de Brian et des mauvaises plaisanteries de Kathleen. Ma carrière, autrefois un moyen de faire mes preuves, est devenue une source de fierté, un témoignage de ce que je pouvais faire quand j'ai cessé de porter leur poids. Merci d'avoir écouté mon histoire. Que feriez-vous si votre famille vous traitait de cette façon ? Écrivez-le dans les commentaires et abonnez-vous pour en savoir plus.